Non, non, vas-y, Ok. continue. Alors, nous en étions à la compétence de la Cour supérieure. Nous n'avons pas l'intention de nous y attarder outre mesure, quoique je vous rappellerai peut-être un peu l'argumentaire de l'appelant, puisque, selon nous, il n'y avait pas dans cette affaire d'amendement formel qui a été formulé. L'appelante voudrait qu'on associe, qu'on assimile les admissions qui ont été faites en conférence préparatoire à un amendement. Si on interprète les articles 34 et les articles 199 et suivants du Code de procédure civile, conformément aux principes directeurs du même Code, tels que nous les explicitons dans notre mémoire, aux pages 4 à 7, on doit conclure qu'il faut qu'une demande ait été formulée. Ça peut être verbalement, ça peut être fait en conférence préparatoire, mais encore faut-il qu'une demande ait été formulée, ce qui n'est pas le cas ici. La Cour, cette honorable Cour, a d'ailleurs confirmé, sans équivoque, dans l'affaire 90-45-56-43 Québec Inc. contre Godreau, qui est citée au paragraphe 16 de notre mémoire. Attendez-nous un instant, parce que manifestement, on n'est pas... Oui. Moi, c'est pas votre mémoire. Non. Mais c'est forcément le verre sera le Ah, verre. Ouais, parce que c'est ça, Geneviève c'est a ça, dû je suis en vous train de- envoyer Le la mémoire mauvaise qui version. répond à- Oui. Parce que nous, il y a Bon, c'est pas grave. On va On s'adapter. connaît le problème. Mais je comprends, parce que dans celui que j'avais lu, il n'en parlait pas de ce problème-là, puis Non. c'était une question que je m'étais posée. Ah, Ok. intéressant. C'est une question qui m'intéresse bigrement, d'ailleurs. Bon. Ah, tant mieux. Je veux pas vous faire élaborer plus. Alors, on va passer 15 minutes là-dessus. Mais c'est pas pire, on recommence toujours au début. Bon, d'accord. Donc, si je reviens, si vous permettez, où j'en étais, au paragraphe 16 de notre mémoire, nous citons 90-45-56-43 Québec Inc. contre Godreau, où on a jugé et on a établi qu'un tribunal ne perd pas sa compétence en fonction de la preuve ou d'admission qui en tienne lieu. C'est exactement le raisonnement qu'il faut faire ici, maintenant. Nous invitons donc cette honorable Cour à réfuter les arguments de la plainte et à confirmer la compétence de la Cour supérieure dans cette affaire. Maintenant, concernant un point névralgique, l'existence d'un contrat entre la plainte et l'intimé. La plainte attaque la décision du juge en appuyant notamment ses arguments sur la qualification que le juge aurait faite du contrat. Il s'agirait selon eux d'un contrat de service à titre gratuit. Selon la plainte, les éléments essentiels d'une offre de contrat de service sont absents. Mais l'offre faite par l'intimé n'était pas une offre de contrat de service. J'ai même pas de goût, j'étais en train de penser que peut-être qu'on n'avait pas l'autre bon mémoire non plus. Mais Il je s'agissait, laisse ok, aller. je suis heureux de savoir que je suis drôle, mais l'offre faite par l'intimé n'était pas une offre de contrat de service, mais à strictement parler, mais plutôt une offre de contrat innommé. Vous savez comme moi que les contrats innommés sont ceux que le législateur n'a pas prévus spécifiquement, mais qui peuvent être validement formés. Ici, la plainte qui dit que les éléments de l'offre sont absents oublie la nature du contrat pour déterminer quels sont ces éléments. Alors, étant donné que c'est à titre gratuit, le prix doit être immédiatement évacué. Alors, que reste-t-il? Il reste la nature des services à fournir. Or, c'est à bon droit que le juge de première instance a conclu implicitement que cet élément était dans l'offre de l'intimé. Il a demandé qu'on le conseille quant à la teneur du contrat, quant aux différences qui pouvaient exister entre le document qui lui était soumis et les échanges de courriels. Alors, la nature des services est évidente. Rien ne permet de croire que l'intimé ne voulait pas être lié par son offre. Maintenant, quant au consentement, il est bien établi que la manifestation tacite du consentement est valide et qu'il peut être déduit des faits et gestes. On a des illustrations, entre autres, dans la décision Vallée contre Bottineau. Est-ce que vous nous dites qu'à partir du moment où une avocate qui est consultée par un tiers répond sommairement à une question, par le fait même, elle accepte tacitement de le représenter et d'être son avocate? Est-ce que c'est ce que vous prétendez? C'est pas ce que nous prétendons, parce qu'il faut évaluer, il faut considérer toutes les circonstances qui entourent qui entourent la question. Parce que sinon, moi, je veux plus à l'épicerie. là. Exactement. On n'est pas au bord d'un barbecue, là. On est vraiment dans, je veux dire, on est dans le bureau de l'avocate, dans un contexte où deux partenaires d'affaires vont signer un contrat, et un contrat qui est rédigé par l'avocate. C'est les circonstances qui nous permettent de déduire que quand on pose une question, attention, la lumière jaune s'allume, comme on dit. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que l'avocate qui est là est strictement la représentante du co-contractant? Il faudrait déduire
cette information-là parce qu'elle ne l'a pas mentionnée. Elle ne l'a jamais mentionnée. Mais qu'est-ce qui laisse entendre qu'elle est l'avocate des deux? Ben, j'ai envie de sauter tout de suite à nos affirmations quant au devoir de conseil qui ont pu être assimilés à celui d'un notaire. Elle est elle joue un rôle qui est assimilable à celui des notaires. Elle se trouve dans une situation où elle rédige un contrat et elle le fait signer par une partie qui est non représentée. Elle se doit de le renseigner de la même façon que le ferait un notaire. Et c'est ce qui a été reconnu dans l'affaire Abou Kazam contre Levine. Une situation qui présente beaucoup de similitudes avec la nôtre, où un avocat qui était chargé ou mandaté pour rédiger un contrat ne l'a pas fait de façon conforme à l'offre qui avait été faite. Et sa responsabilité contractuelle a été reconnue, parce qu'on a dit que vous avez un devoir de conseil qui est le même que celui d'un notaire. Vous devez fournir des informations, aux deux parties afin que le consentement soit valide. Même en l'absence de questions, selon certains auteurs, le devoir de conseil du notaire s'applique. Et ici, n'oublions pas qu'il y a même eu une question. L'intimé a posé la question, à savoir, c'est quoi la différence? C'est pourquoi j'ai un contrat de 24 pages? J'en avais quelques courriels. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Pourquoi on a 24 pages? Est-ce que c'est la question exacte qui a été posée par M. L'Espérance en l'espèce? La question exacte qui a été posée, si vous permettez, ce qu'on a dans le jugement, il s'est demandé, on n'a pas la question exacte mot pour mot, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a demandé pourquoi ce qui était relativement simple était devenu un document de 24 pages. Et là, ça m'amène à un point que je devais traiter. Pourquoi traiter ça plus comme un commentaire que comme un questionnement de la part de votre client? On pourrait très bien le faire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, des éléments nous obligent à conclure que ce n'est pas le cas, puisque, premièrement, le juge de première instance, lui, a bien compris qu'il s'agissait du contenu, que l'inquiétude de notre client était sur le contenu. Non seulement le juge, mais la plante elle-même, au moment des faits, l'a compris comme ça. Puisque la façon dont elle répond, tout est standard là-dedans. Donc, elle-même, la plante, a compris la nature de la question, l'inquiétude sur le contenu du contrat, et elle y répond. Non seulement il répond mal, mais en rajoute en rassurant notre client. Je vais essayer de me retrouver, voir où j'étais rendu. J'ai fait quelques sauts. On a déjà traité par la bande du devoir assimilable à celui des notaires. Maintenant, l'obligation de renseignement. Non seulement l'obligation de renseignement en vertu du contrat passé, mais elle en avait une, selon nous, en raison du rôle, qu'on a déjà un peu abordé, d'intermédiaire qu'elle jouait entre Aymon et notre client. Elle était l'intermédiaire mandataire de Aymon, mais elle était aussi l'artisane, celle qui a rédigé le contrat. Pour cette raison, bien qu'elle n'était pas, à strictement parler, partie au contrat, elle avait, en raison de ce rôle, une obligation de renseignement telle que définie dans l'arrêt Banque de Montréal contre Bail. Et si vous permettez, elle est citée au paragraphe 29 de notre mémoire. Si vous permettez, c'est ma collègue qui insistera davantage sur ce point. Pour ma part, j'aimerais seulement répondre à l'affirmation de la plante qui prétend que l'obligation de renseignement n'existait que pour la longueur seulement, la longueur du document. Comme je l'ai déjà dit, elle-même avait compris qu'on s'adressait plutôt, on s'inquiétait plutôt sur le contenu. Et selon nous, on ne peut pas raisonnablement croire que ces mots-là, là-dedans, ne référaient pas à un contenu. Donc, la plante a commis une faute en manquant à son obligation, en n'exécutant pas son obligation contractuelle, et en manquant à son devoir de conseil, est responsable des dommages subis à notre client. Même si la plante prétend, qu'il n'était pas prévisible ces dommages. La plante semble vouloir insister sur le fait que les dommages n'étaient pas prévisibles. On verra plus loin qu'ils le sont, et c'est ma collègue qui vous le démontrera. Mais j'ajouterai maintenant qu'il n'avait même pas à être prévisible en vertu de l'article 16-13 du Code civil du Québec, puisque l'intimé a commis une faute lourde dans l'exécution de son contrat. Ou plutôt, devrais-je dire, dans l'inexécution de son contrat. Il faut retenir, selon les auteurs Luel et Moore, que l'on cite au paragraphe 44 de notre mémoire, une définition souple de la faute lourde.
C'est, selon eux, on a une faute lourde quand on est devant une désinvolture caractérisée, même si le fautif ne désire pas nuire ou ne se doute pas du préjudice. Une solution plus douce serait une invitation à l'indolence généralisée. En quoi ici le comportement de l'avocate est un comportement caractérisé? Bien, ce qu'il faut, je suis conscient, on est conscient que cette affirmation de faute lourde peut faire sourciller. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, là, c'est le contrat qui est conclu entre l'intimé et la plante. Le contrat, l'élément essentiel, l'obligation principale était tout simplement d'indiquer quelles sont les différences entre le document qui est soumis pour signature et les échanges de courriel. C'était l'obligation qu'elle avait. Tout simplement, c'était pas compliqué en réalité. Elle a commis une faute portant sur un élément essentiel du contrat. C'est comme si je vous vends une automobile, puis finalement je vous livre une trottinette. C'est à peu près la même chose. Non, mais plus sérieusement, dans l'affaire Poissonnerie-Barry contre National Tilden, qui est cité au paragraphe 45 de notre mémoire, le manquement à fournir un élément essentiel d'un système de réfrigération qui était loué a été assimilé à une faute lourde. On a conclu à une faute lourde. Ici, non seulement il manque l'élément essentiel du contrat, mais en plus, la plante en rajoute, puisqu'elle rassure notre client en lui disant tout est standard, j'ai bien fait tout ce qui était dans les échanges courriels, j'ai simplement donné une forme juridique à tout ça, c'est la même chose. Mais si votre client avait lu le contrat, il se serait bien rendu compte que cette information-là était erronée? Il aurait pu, effectivement, s'en rendre compte. Il aurait fallu qu'il lise les 24 pages, premièrement, mais il a fait confiance à la plante. Il a fait confiance parce qu'il a posé la question, il a mentionné, je suis inquiet, écoutez, comment ça, là, 24 pages? Puis elle le rassure. C'est un officier de justice qui s'en vient le rassurer, qui lui dit, ne vous inquiétez pas, monsieur, tout est standard là-dedans, vous pouvez me faire confiance. Elle n'a pas dit ça dans ces mots-là, mais c'est un peu ça qu'elle voulait dire. Elle ne l'a pas empêché de lire le contrat. Malgré cette affirmation-là, il aurait pu lire. Que ce n'est pas une norme de prudence qu'aurait dû respecter votre client. Avec beaucoup d'égards, il ne s'agit pas d'une norme de prudence. Ça peut être considéré, par contre, vous faites référence probablement à l'excuse, à l'erreur inexcusable, pardonnez-moi. Il ne s'agit pas d'une erreur inexcusable de ne pas lire un contrat. Et si vous me le permettez, ma collègue traitera cette question plus amplement. Elle va y répondre avec beaucoup plus d'aplomb que moi-même. Pour finir sur cette question de la prévisibilité des dommages, pour reprendre l'analogie, la plante vous livre une trottinette, mais elle affirme que c'est une voiture. C'est un peu ça l'idée. Alors, pardonnez-moi, mais il me semble que c'est assez lourd comme faute. Quant au caractère direct des dommages... Vous êtes à quel endroit dans votre mémoire? Page 16 et suivante, on traite de la prévisibilité des dommages. Oui. Vers la fin de ce point 2.3, si je ne me trompe pas... 2.4. 2.4, pardon. Caractère direct des dommages. Simplement mentionner qu'il s'agit d'une question de fait, comme vous le savez déjà, et la marge discrétionnaire des tribunaux est très large en la matière, et le juge de première instance est le mieux à même d'en juger. Et comme ce caractère direct est souvent associé au lien de causalité, c'est ma collègue qui en démontrera l'existence, si vous permettez. Alors je lui cède la parole et je vous remercie pour votre attention. Merci.